L'expression la plus trompeuse dans le nom du pays, c'est États-Unis. Ils l'ont jamais été. Il n'y a aucun président dont les entreprises se sont enrichies autant en si peu de temps. On a plongé dans ce conflit-là parce qu'Israël souhaitait le faire. Si vous voulez nourrir cette colère-là, vous continuez dans la direction où on va présentement. Au Venezuela, ce à quoi ça ressemble au moment où on se parle, c'est qu'on a changé Maduro et c'est tout. Moi, je pense qu'il y a une dérive autoritaire qui est très réelle. Mais avez-vous un biais défavorable envers Donald Trump? On a l'honneur d'accueillir Luc La Liberté, qui est chroniqueur, disons, analyste politique américaine depuis déjà, vous nous disiez, tu nous disais, plutôt près de 30 ans, à Radio-Canada et également chez Québécois. T'es prof également au cégep. Comment ça a commencé, premièrement, ton amour de la vulgarisation de la politique américaine? Comment c'est comme si tu me demandais... On t'a donné la chance de jouer avec tes jouets d'enfance puis d'en faire un travail. C'est exactement ce qui est arrivé. J'ai toujours été passionné par les États-Unis. Je suis très attaché au Québec. Je suis profondément québécois. C'est ma première identité. Mais j'ai toujours été fasciné par la culture américaine parce que, légère différence d'âge entre nous, j'ai grandi dans une culture qui était imprégnée de la culture américaine, qu'on l'admette ou qu'on ne l'admette pas. Donc, il y a un paquet d'événements dans ma vie, de personnages que je voyais, des adultes aimés, appréciés. Puis finalement, de fil en aiguille, ce qui était un dada, ce qui était un jeu, ce qui était un peu une passion, des vacances d'été, c'est devenu un sujet d'étude à l'université. Puis ensuite, c'est devenu mon travail au Cégep Garneau ici. Avec quel âge, au moment que tu t'es intéressé? Écoute, la petite enfance. Ah oui, OK. 4-5 ans, j'avais une tante. On a souvent raconté que quand John F. Kennedy est élu, c'est le premier président catholique élu dans l'histoire. Et moi, je me souviens d'être allé chez une de mes tantes que j'adore, mais elle me gardait quand j'étais jeune. Puis elle avait un buste de John F. Kennedy qui me terrorisait parce qu'il était d'une horreur. Mais je me demandais, quand elle m'a dit qui c'était, je devais avoir 5 ou 6 ans et je me demandais pourquoi une Québécoise avait chez elle un buste d'un président américain. Donc, Kennedy ne fascinait pas qu'aux États-Unis, qu'au sud de la frontière, mais chez nous aussi. Et dans nos parties de Noël, jeunes, on avait un noir. La première personne noire que j'ai vue de ma vie à Trois-Rivières, le pourcentage de noirs était très faible il y a une 50aine d'années. Donc, la première personne que j'ai vue, c'est quelqu'un qui était un ami de mon oncle. Et ce type-là avait fui les États-Unis pour ne pas faire la guerre du Vietnam. Et c'est le gars qui venait mettre, finalement, qui venait allumer nos parties de Noël et nos parties du Nouvel An. Puis, il nous faisait du blues, il nous faisait du jazz. Mais c'est de la musique qu'il n'y avait pas à la maison, puis qu'il y avait moins au Québec. Et là, j'ai appris sur le Vietnam, j'ai appris sur la question raciale. Donc, ce sont toutes sortes d'événements. Forger cette empreinte. Voilà. Puis, quand j'ai venu le temps de me lancer dans les études universitaires, ma première spécialisation, c'est l'histoire canadienne québécoise. Donc, les États-Unis, c'est toujours demeuré un dada, mais je pensais jamais aller aussi loin. Puis finalement, ça a pris le dessus sur tout le reste. Là, tu as fait une carrière. Mais à partir du Québec, on pourrait se dire que c'est peut-être plus difficile de traiter, d'analyser ce qui se passe aux États-Unis, même s'il y a les médias sociaux là, maintenant. Si tu étais là, peut-être un autre sentiment, le pouls de la population. Comment tu fais pour aller chercher justement cette analyse-là de ce qui se passe aux États-Unis, mais à partir de chez vous à Québec? Non, c'est intéressant. Ça. D'abord, les jeunes, puis même quand j'ai commencé à enseigner, pour aller faire de la recherche, pour aller chercher de l'information, ou encore, j'ai travaillé comme guide touristique aux États-Unis pendant des années. Donc, j'ai fait énormément de terrain. C'était énormément de bibliothèques à une autre époque, des centres de recherche, puis aussi beaucoup, beaucoup de voyages pour aller à la rencontre des gens. Donc, il y a toutes sortes de musées, il y a toutes sortes de centres. Puis, parlant de centre, j'ai moins fait le centre des États-Unis, mais j'ai couvert presque tout le reste du territoire. Donc, les connaissances sur la politique, sur le ressenti des gens, sur l'histoire américaine, c'est un mélange bibliothèque-terrain. Mais c'est certain qu'au moment où on se parle, aujourd'hui, c'est nettement plus facile. Et j'ai l'impression, parfois, il faut que je sorte du petit studio à la maison, mais j'ai l'impression parfois de vivre aux États-Unis tout en étant au Québec. Avec ce qui se passe ici, oui, c'est-à-dire que juste ce que je prends comme réseau d'information le matin, avant de faire ma lecture des journaux d'ici ou des médias d'ici pour la politique, l'actualité québécoise, canadienne, je baigne dans un nombre de sites, les alertes sur le téléphone. J'ai l'impression d'être un Américain qui lit ses nouvelles chaque matin, tout en vivant ici. Mais j'ai le côté confortable dans un sens où
je ne suis pas aux endroits où ça brasse le plus, mais j'ai accès à de l'information de première main, souvent à distance. Donc, c'est un drôle de mélange parce que je travaille souvent, même enfermé à la maison, je travaille en anglais, puis je travaille sur ce qui se fait aux États-Unis comme traitement de l'information. Puis ensuite, je viens dans les médias expliquer ou partager les connaissances ou le vécu avec des auditeurs, mais qui vivent au Québec ou au Canada. Je veux revenir sur le point. Oui. Tu dis que tu vois énormément de nouvelles sur Trump. Évidemment, pour la grande majorité, c'est une business médiatique. Ça fait vendre énormément par les Trump. Toi, comment tu vois ça comme analyste? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on en parle trop au Québec? Je voyais des journalistes, des animateurs qui trouvent qu'on en parle trop. On était plus jeunes, mais on parlait pas autant de Barack Obama, à moins que je me trompe. On n'allait pas en direct dans les points de presse d'Obama ou de Bush avant. La seconde, là, on y va. Là. Puis peu importe ce qu'il va dire, on y va. La question est bonne. Je peux te confirmer ou je peux vous confirmer à tous les deux. C'est plus intense que sous Obama. Parce que la première campagne que j'ai vraiment couverte, c'était la campagne d'Obama. Et c'était drôle parce que je me disais à l'époque, je ne vivrai jamais rien d'aussi intense. C'était le même phénomène, mais avec, entre guillemets, du positif à vendre plutôt que de la controverse. Obama, les gens l'aimaient, on l'admirait. Ici, il y avait une folie Obama. Puis mon travail, même comme prof, souvent, c'est de dire, attendez un peu, il ne marche pas sur les eaux, le gars. Le système américain est là, il y a des limites et il ne pourra pas. C'est un gigantesque paquebot, les États-Unis, le système politique. Il n'est pas pensé pour bouger vite non plus. Donc, le gars, il ne pourra pas vous tourner ça de bord, ce paquebot-là, en 4 ans ou même en 8 ans, si jamais on les lit 2 fois. Mais c'était du positif et c'était intense. Est-ce que c'était aussi intense que sous Trump? Non. Et personnellement, comme défi, je trouve qu'au plan personnel, c'est le plus gros et le plus beau défi que j'ai eu comme prof et comme commentateur que de couvrir Trump. Maintenant, est-ce qu'on en parle trop? Parce que ces 2 volets, là, moi, je peux m'amuser au plan théorique ou dans ma vie à couvrir ça parce qu'il m'oblige à aller voir les notes de bas de page de tous les documents qu'on a écrits sur la Constitution, sur la politique américaine. Est-ce qu'on en parle trop? C'est difficile de se prononcer. Je pense qu'il y a un abus. Et oui, ça fait vendre. J'ai jamais eu autant de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux que depuis que Donald Trump est là. Donc, je suis à même de le constater. Et oui, parfois, on place au second rang des choses qui, ici, au Québec ou au Canada, devraient occuper plus de place. Tout comme l'actualité internationale prend un peu moins de place parce que Trump gobe tout. Et souvent, on va traiter de l'actualité internationale, mais en passant par Trump, avec le détour américain ou le détour Trump. Mais là où j'hésite à dire qu'on en parle trop, c'est que c'est très rare que dans une journée, le président va dire quelque chose, même dans ce qui est le plus exagéré ou le plus déjanté parfois, c'est rare qu'on peut l'ignorer complètement. Ben, c'est ça, parce que ça a un effet sur le Canada, veut pas, là. Ouais, mais même, certains disent que c'est une stratégie lui-même de communication de Trump qu'il a toujours fait de faire une grosse citation pour réagir pendant que, entre-temps, il fait oublier certaines choses à côté. C'est la stratégie de Steve Bannon, ouais. Flood the zone. Ouais. Il y a une fin moins chic, là, c'est flood the zone with shit. Mais on donne de l'information continuellement, puis surtout quand on regarde dans les médias les équipes qui sont parfois réduites ou les budgets qui ne sont pas toujours suffisants, en tout cas pas pour couvrir tout ça, c'est qu'on épuise les journalistes, on les envoie chercher de l'information à gauche et à droite, et ça nous détourne parfois de ce qui est le plus important. Mais même là, on a vu que dans ce qui semblait exagéré, il y a quelque chose qui revient nous hanter à un moment donné, ou derrière une grossièreté, il y a quand même un vrai message qui est passé et on ne peut pas l'oublier. Et on a vu que parfois, ça a l'air complètement fou. Il y a des exemples, ça a l'air complètement fou, mais finalement, il le fait après. Donc, à chaque fois, la question que je me pose en premier, c'est une bravade, c'est pour nous envoyer nous promener, ou s'il le fait cette fois-là. Et ça, il en joue très habilement parce que ça oblige à couvrir toute l'information ou le plus possible, alors qu'il ne fera pas tout ça forcément. Comment tu vois le climat actuel aux États-Unis? On pourrait dire ici au Québec, mais on entend souvent que le pays, les États-Unis, a rarement, presque jamais été autant divisé. C'est vraiment, c'est presque au-delà de la politique, là, même les gens prennent ça personnel. Comment tu vois ce climat-là, ce qui se passe aux États-Unis présentement? Parce qu'il y a des gens qui adorent Donald Trump, c'est comme une religion, puis il y en a d'autres, au contraire, peu importe ce qu'il va faire, ça sera pas bon. Il y a toujours eu un noyau très, très, très dur pour Trump. Récemment, ce que je note, c'est qu'il y a un effritement. Il ne s'effondre pas, il ne perd pas sa base,
mais il a semé le doute avec certains dossiers en particulier. Donc, ça, j'ai hâte de voir jusqu'où ça peut l'entraîner. Puis les sondages sont particulièrement mauvais. Mais s'il y a une chose qu'on a apprise avec Trump, c'est que même par terre, il peut se relever puis il a gagné un deuxième mandat. Donc, et il l'a gagné de manière tout à fait constitutionnelle et légitime. Ça veut dire que les gens le suivent assez, ou qu'on préfère Trump, en tout cas, à l'option démocrate. C'est une leçon que les démocrates auraient dû enregistrer il y a déjà un certain temps. Les Américains sont, je pense, puis les statistiques vont vers ça, moins polarisés dans la vie de tous les jours qu'on le pense. Okay. La polarisation, elle est entretenue beaucoup par les politiciens, parce que ça fait leur affaire, et c'est beaucoup entretenu par les médias. Et parfois, on rapporte ce qui se passe à Washington, puis on le fait honnêtement, mais en même temps, on sait que c'est payant. Puis on peut faire beaucoup de couverture, puis aller chercher des auditoires avec ça. Donc, je pense qu'on a un effet grossissant de la part des médias américains. Mais dans la vie de tous les jours, ce qui préoccupe les gens, c'est loin des extrêmes que propose parfois Donald Trump ou que propose parfois une faction du Parti démocrate, ceux qu'on appelle les fameux progressistes, ou ceux qu'on appelait de squad, les 4 élus qu'on a identifiés, puis qui semblent doctrinaires dans leur approche. La plupart des Américains, ce qu'ils constatent, puis on le voit ces jours-ci, ou ce qui les préoccupe, c'est « j'ai une petite famille où on vit en couple, je veux une maison, je veux être capable de mettre de l'essence dans la voiture, on veut que les enfants puissent aller à l'école. » C'est des choses très, très terre-à-terre qu'on partage d'ailleurs avec eux, je pense, la plupart d'entre nous. Je suis d'abord préoccupé le matin par la sécurité de la famille ou le bien-être de la famille, notre sécurité financière qu'on peut l'être par ce que propose Paul Saint-Pierre Plamondon ou M. Duhem ou M. Milliard. Donc, ils se regroupent, les Américains. Je pense que si on va les chercher de manière pragmatique dans des sujets qui sont très, très terre-à-terre, on découvre que c'est beaucoup moins, il y a une tension, mais ils sont beaucoup moins déchirés que ce qu'on véhicule comme information. Okay. Et il faut se rappeler aussi que le système il est un peu propice à ça. Parce que là, on le voit, je parle de ma génération puis de la vôtre aussi, mais on n'a pas vécu beaucoup une polarisation aussi intense que ça. Mais on reculerait dans les années 50, 60, 70. Il y a des villes qu'on mettait à feu et à sang sur certaines questions, les manifestations contre le Vietnam. Puis si on reculait et qu'on se faisait un cours d'histoire américaine, les États-Unis déchirés. Voilà, c'est difficile à unir. L'expression la plus trompeuse dans le nom du pays, c'est États-Unis. Ils l'ont jamais été. C'est un gigantesque compromis, le système politique, puis la naissance des États-Unis. Puis c'est toujours une remise en question de ce compromis-là autour duquel on s'est regroupé. Mais ces tensions-là, elles existent depuis longtemps. Mais c'est vrai que là, on a un moment qui est particulièrement intense. Trump a quand même mis le doigt sur quelque chose. On était dans une ère où, bon, avec l'émergence des réseaux sociaux, le fait que les médias traditionnels avaient moins en moins de poids, lui, il a fait une opération sur les médias sociaux. Évidemment, des phrases extrêmement punchées, donc c'est plus facile de rejoindre les gens. C'était une personnalité extrêmement connue. Il n'y a pas de noir et de blanc avec Trump. Et là, tranquillement, ce genre de discours un peu plus direct, bien, on le voit aussi, l'émergence de cette politique-là un peu partout dans le monde. Donc, est-ce que, selon toi, cette façon de faire de la politique-là aura payé Donald Trump également à sa première élection et maintenant à sa réélection? Il a été particulièrement habile, puis il a eu de bonnes idées en plus. Les gens n'entendent pas ça souvent. Là, il est très facile à critiquer, Donald Trump. Mais c'est tassé dans ce temps-là ce qu'il a su faire habilement. Mais ce qu'a exploité, ce qui est le fonds de commerce de Donald Trump, c'était déjà là avant qu'il arrive. Ensuite, c'est est-ce que j'ai la personnalité, puis est-ce que j'ai l'absence totale de convention ou de respect de ce qui existe déjà. Le décorum qui existe. Voilà. En fait, on se rend compte de plus en plus que c'est des normes. Comme par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, là, son visage va apparaître sur des passeports aux États-Unis maintenant. Un nombre limité, là. Oui, voilà, c'est un nombre limité. C'est une édition spéciale pour le 250e anniversaire. Mais là, on se rend compte que finalement, on le constate pour plus de gens, c'était écrit nulle part, ça, que le visage du président, pas d'affaire là. Trump l'a vu et il l'a fait. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a la loi, ce qui est écrit ou ce qui ne l'est pas. Puis l'autre, c'est est-ce qu'il respecte les normes? Ses prédécesseurs n'ont pas fait ça. Une norme, c'est quoi? C'est pas une loi, il n'enfreint rien, il a le droit de faire ça. Donc, Trump a su habilement exploiter des thèmes qui étaient vendeurs. Il a osé dire des choses que des gens pensent parfois, mais qu'au plan politique, on va formuler autrement, on va enrober.
puis il est omniprésent. L'expérience de la télé-réalité, il était très, très habile. Puis il a exploité, quand je le comparais à Obama, je trouve que c'est deux phénomènes très intéressants parce que Obama, quand il a fait sa première campagne électorale, on disait que sa gestion des réseaux sociaux, puis son équipe qui gérait ces réseaux sociaux, ils avaient révolutionné le modèle. Puis pendant des années, ça a été l'étalon auquel on se mesurait. C'était, on veut avoir l'équipe d'Obama pour faire une campagne. Puis Obama a joué beaucoup, c'est du populisme d'une certaine façon, c'est de la démagogie, hein, mais c'était du Yes We Can, c'est le fun. Ouais. Donc, positif. Voilà, c'est également. Hope. Donc, on jouait sur des émotions. Et c'est ça le populisme ou la démagogie. Ouais. Puis de l'autre côté, Trump fait ça, mais avec quelque chose de beaucoup plus sombre. C'était, moi je me souviens, j'étais là sur le National Mall pour son premier discours d'investiture, puis c'était l'apocalypse. Ça n'avait jamais été aussi mal aux États-Unis. Et là, j'écoutais ça, puis je me disais, OK, on est au même endroit, dans la même ville, je suis à Washington, je sens pas ça. Mais donc, il a joué sur d'autres émotions. C'est pour ça qu'il est peut-être plus facile à critiquer, Trump aussi. C'est ce qu'une majorité de gens n'oseraient pas dire ou n'aimeraient pas voir. Mais en même temps, quelqu'un le dit. Et ça peut plaire aussi. Mais il y a une ligne, ça peut plaire, mais ça peut déplaire à certains. Est-ce que c'est juste côté émotion, ça plaît, ça déplaît, ou ça peut être carrément dangereux pour la démocratie, pour la paix sociale? C'est ça le point avec Donald Trump. Une des normes qu'il ne respecte pas, puis ça non plus, c'est pas écrit nulle part, ça s'est développé avec le temps, c'est que le président, c'est le rassembleur. Même dans des élections polarisantes ou contestées, je pense à George W. Bush, par exemple, rappelez-vous à quel point les gens se sont ligués derrière lui. C'est un président faible au départ, jusqu'au 11 septembre. Et après le 11 septembre, il est debout sur les ruines, il a le poing en l'air, là, dans le sens on va se relever, hein, puis, et là, les gens vont se regrouper derrière lui. Mais c'est celui qui vient consoler les familles. C'est celui qui vient constater à quel point c'est dur, à quel point ça a été brutal, inhumain. Puis ensuite, on passe à l'attaque. Mais il prend le soin, où il y a une préoccupation de parler à tout le monde. Et ça, on sent que Trump a mis ça complètement de côté. Quand Trump fait des discours, il parle à ceux qui l'aiment. Ouais. Regardez juste comment il fait, là, ça paraît bête, mais le Thanksgiving, l'Action de grâce, c'est censé être une fête très, très rassembleuse. C'est la grande fête aux États-Unis, c'est pas Noël ou le Nouvel An, c'est le Thanksgiving. Au Thanksgiving, c'est joyeux Thanksgiving, joyeuse Action de grâce à tout le monde, incluant les fous qui votent pour le Parti démocrate. Donc, il n'y a aucun effort de rassembler. Au cours des derniers jours, avec l'espèce de fusillade, la tentative d'assassinat sur Donald Trump, directement après, on l'a entendu pour la première fois, peut-être y aller d'un discours plus rassembleur, que bon, on a des positions politiques différentes, mais là, je pense que c'est le temps de se parler. Tu sais, il avait fait aussi à la tentative pendant la campagne. Oui, aussi. Ça passe des événements comme ça, ou pour lui, c'est juste un jeu politique, ou vraiment... Et ça a duré... Est-ce que ça a duré 24 heures? Environ, là, si parce on suit sa porte-parole. Mais pour lui, c'est des flashs comme ça, ou c'est juste qu'il en profite pour aller chercher des points politiques? Moi, je pense qu'il y a un petit côté spontané pas un gros côté spontané. En fait, on sent pas qu'il y a de filtre Donald Trump. Et j'ai pas de difficulté à imaginer qu'au moment même où ça se produit, il peut avoir un élan comme ça. Il critique les journalistes. Son pain et son beurre, c'est de détruire les médias traditionnels. Donc, et là, il y a même eu un geste d'ouverture pour les médias le soir ou la nuit de l'événement. Mais tout de suite, le lendemain, il est à 60 Minutes. On a Norah O'Donnell qui le pousse un peu en entrevue sur le dossier Epstein. Là. Puis en fait, elle a lu le manifeste du tireur. Et là, tout de suite, Trump est revenu 100% ce qu'il est habituellement. Puis je ne l'ai pas vu manifester d'autres ouvertures. On a touché le bon bouton là, chez la journaliste. J'ai trouvé que la journaliste était... on sentait une part de ruse. Là. Il y avait une part de piège parce que quand je ne sais pas si vous vous souvenez... Elle a choisi sa section. Oui, puis et quand Trump répond « Je ne suis pas un violeur », puis elle lui répond du tac au tac « Ah, vous pensez qu'il parlait de vous? » Le piège était gros. Là. C'était évident qu'on souhaitait le coincer. Puis Donald Trump, étant Donald Trump, il n'a pas hésité à réagir, puis vigoureusement. Vous êtes mauvaise, votre média est fini. Puis d'ailleurs, si vous regardez, il y a encore maille à partir avec les médias au moment où on se parle. ABC vient de devoir devancer la révision de son permis en raison des propos de Jimmy Kimmel. Donc, il poursuit James Comey, qui est un adversaire. Là, c'est le FBI, c'est moins les médias. Mais on l'a vu en mode attaque. Ça n'a pas duré très longtemps, la petite trêve ou le côté plus chaleureux ou rassembleur de Donald Trump.
Là, on a beaucoup de questions. Là. Oui. On va aller sur plein de sujets. Si je vous réponds trop long, il y a le fameux débat entre les politologues d'un peu partout sur la planète et également au Québec sur le fascisme. Et est-ce que M. Trump surfe sur le fascisme, est fasciste? Bref, quelle est ton opinion? As-tu une opinion? On parlait des licences, là, on parle de démocratie, mais si là, on contrôle aussi la télé, c'est la même affaire. Là, Moi, et c'est pas pour faire cute ou pour éviter de me prononcer, au contraire. Je pense pas au moment où on se parle, considérant que la façon dont il a été élu, et parce que les tribunaux font encore le travail et que les contrepoids font encore le travail, je pense pas qu'on puisse parler de fascisme. Donc, l'étiquette m'apparaît... S'il pouvait faire un troisième mandat, est-ce qu'on en arriverait là? Est-ce qu'aux élections de mi-mandat, si par miracle, il obtient encore 2 majorités à la Chambre et au Sénat, il peut aller plus loin? Moi, je pense qu'il y a une dérive autoritaire qui est très réelle. On pourrait se faire un petit tableau, ça fait prof, mais on pourrait se faire un tableau puis cocher des cases de ce que fait un meneur autoritaire. Puis on est drôlement proche de ça. Son nom sur le Trump Kennedy Center, j'ai parlé des passeports tout à l'heure, les billets de banque avec son visage dessus. Les gens disent que c'est des symboles. À la limite, ça amuse, ça distrait, mais ça révèle quelque chose de plus profond que ça. Et il a appliqué, depuis qu'il est en poste, ce qu'on appelait, puis qu'on appelle encore le projet 2025, qui était un projet qui visait à regrouper le plus de pouvoir possible entre les mains du président. Au sein du pouvoir exécutif, les gens ne le savent pas toujours, mais il y a plein de mécanismes pour éviter que le président ait le dernier mot sur tout. Donc, il y a plein de petits pare-feux. Et Trump s'est employé à en faire disparaître un grand nombre. Puis après ça, c'est les tribunaux qui lui ont dit « ça, vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'aviez pas le droit de fermer USAID ou USAID pour l'aide internationale. Vous ne pouvez pas fermer le département, par exemple, de l'éducation. Vous pouvez jouer avec le budget, mais vous ne pouvez pas le fermer. » Donc, il y a un paquet de tests qu'on fait où on est encore capable de freiner quelqu'un qui avait l'intention de prendre plus de place comme président. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une dérive autoritaire. Puis ça, dans ma tête, c'est flagrant. Le département de la justice qui poursuit des individus parce que Donald Trump a demandé à ce qu'on les poursuive, c'est pas normal. Normalement, le département de la justice, le ou la procureure générale, une fois que la personne est nommée, il ou elle devient l'avocat ou l'avocate des Américains. C'est pas une commande du bureau ovale directement au département de la justice qui mène à des poursuites. Donc, je pourrais donner plein d'exemples comme ça, mais la dérive autoritaire est réelle. Fasciste, il connaît des fascistes, il connaît des gens de l'extrême droite, il y en a dans son entourage. Il y a des gens qui en avaient contre la démocratie auxquels il s'est associé. Viktor Orban, par exemple, qui vient d'être battu en Hongrie, ça faisait des années qu'il est en contact avec des membres de l'équipe Trump puis avec les conservateurs américains. Et Orban avait une formule plus cute pour parler d'un régime autoritaire. Il parlait de démocratie illibérale. C'est un régime autoritaire, ça. Ce qu'il a fait avec les médias en Hongrie, ce qu'il a fait avec les tribunaux, ce qu'il tentait de faire avec la Constitution, tout ça sont des mesures que prend un meneur autoritaire. Et c'est le plus proche, personnellement, de ce que j'ai vu de Donald Trump. Donc, pas de fascisme, peut-être un jour, on ne le sait pas, mais moi, je ne suis pas rendu là dans mon analyse, mais assurément une dérive autoritaire. Je vais vous entendre sur les points positifs de Trump. Après, on ira sur les sujets chauds actuels, mais vous en avez fait mention dans votre blog. Il y a quelques éléments qu'on doit saluer de l'administration Trump jusqu'à présent. Il y a des mesures pour lesquelles il peut même dire qu'il a eu des succès. Puis il y a même des mesures, je pense qu'objectivement, à peu près n'importe qui qu'on va interroger aurait dit « Mais c'est une bonne idée, on veut ça. » Une des idées spectaculaires qu'il a lancées, et je craignais la mise en œuvre, la façon de faire ou d'opérer de Donald Trump. Mais quand il dit « on va créer », c'était pas un vrai ministère parce que c'est le Congrès qui crée ça, mais quand il dit « on va avoir un ministère de l'efficacité gouvernementale », ça, c'est une thématique qui, si on allait voir l'ensemble des démocraties occidentales, est-ce que quelqu'un, quelque part, refuserait qu'on fasse du ménage pour dire « on va vous offrir les mêmes services ou même améliorer vos services, mais on va épargner ». Les machines dans les démocraties occidentales, les États, sont devenus gigantesques et c'est très difficile à contrôler. Un politicien qui promet ça du jour au lendemain, il faut déjà se méfier ou creuser un peu. C'était le Dodge, là, avec Elon voilà. Musk. C'était le fameux Dodge. Et je disais,
il y a plein de gens qui veulent ça. Moi, le premier, je suis ici au Québec, là, et c'est pas une critique ni de la CAQ, ni des partis d'opposition. On peut faire un certain ménage. Voilà, si on est capable, je pense qu'on croule là-dessous, sous les coups des gestions de l'État, de la gestion de l'État. Donc, je me disais, ça, c'est une bonne idée. Puis c'est très vendeur en campagne électorale. Ça a-tu marché? La façon de faire, c'est ça. L'autre chose, c'est que donc, l'idée est bonne. Ensuite, la façon de faire, à mon avis, là, on n'a pas beaucoup de perspectives encore, ce qu'il a fait est pire que ce qu'il y avait avant. Et pour 2 raisons. Il n'est pas parvenu à faire les économies. On se retrouve avec moins de gens pour effectuer le travail. Et en plus, il a permis à des milliardaires, dont Elon Musk, de mettre les mains dans la machine, une machine avec laquelle ils négocient leur propre contrat. Donc, je ne vois pas qui peut dire que c'est acceptable et qui peut tolérer ça en termes d'éthique, en termes de morale. Puis dans certains cas, les tribunaux sont intervenus, même en termes de règles. Donc, on a triché. Elon Musk, les gens l'ont oublié, mais il est devant les tribunaux présentement. On veut avoir sa version de ce qu'il a fait. C'est un des témoins. Ça fait 8 fois qu'on essaie Il y a plusieurs domiciles, Elon Musk. Ça fait 8 fois qu'on se rend dans un de ses domiciles pour dire, au Texas, on veut que tu viennes donner ta version des faits. Et il n'est pas là. Mais donc, c'est pour dire, l'idée est bonne. Le résultat, une autre bonne idée, là où les démocrates, je pense, ont mal joué leur carte, la question de l'immigration. Quand on regarde les chiffres, puis qu'on regarde les chiffres de l'immigration illégale, c'était un grand souci des Américains. Ils avaient l'impression, puis je vulgarise, là, je grossis, je caricature, mais ils avaient l'impression que n'importe qui pouvait entrer aux États-Unis. C'est un des pays où c'est le plus difficile d'entrer. Mais c'est ce qu'ils entendaient aussi. Là. Oui, mais ce qui les préoccupait, et ça c'était réel, ça fait des décennies, depuis aussi longtemps que je m'intéresse à la politique américaine, c'est une problématique, l'immigration illégale. Et Trump a obtenu des chiffres extraordinaires. Quand on regarde les chiffres de la dernière année, Trump devrait se réjouir de ça et on devrait, dans les sondages, voir des résultats très positifs. Sauf que les Américains ne sont pas satisfaits de ce qu'il a fait sur l'immigration. Donc, ce n'est pas l'idée, c'est même pas le résultat. Encore une fois, c'est la manière. Puis là, ça pourrait être ICE, la fameuse police frontalière. Ça pourrait être le fait qu'on n'a pas respecté des traités internationaux. Ça peut être le fait qu'on a lésé les gens qu'on arrêtait dans leurs droits, dans leur liberté civile. Ça peut être à quel point on a emmerdé des Américains nés aux États-Unis avec ces questions-là. Puis le fait qu'on en ait abattu 2 à Minneapolis, vous avez vu ce que ça a eu comme effet. Donc, est-ce que l'idée est bonne? Les gens ont voté pour Trump en disant il va faire mieux que Biden ou Obama ou les autres sur la question de l'immigration. Ça devrait être winner. Ça devrait être on coche la case, c'est fait. Puis quand on regarde dans les sondages, les gens le critiquent là-dessus aussi. Il y a comme une dissonance entre la réalité, les gens qui votent pour Donald Trump. Tu sais, bon, oui, tu peux avoir les riches extrêmes, mais aussi les plus pauvres qui disent ils travaillent pour moi. Ouais. Alors que les résultats qui arrivent, c'est rare, en tout cas pour le moment, que ça a eu des bénéfices pour le peuple en tant que tel. Tu sais, on parle entre autres, je pense à ça, le ruissellement qui parlait avec les impôts, que finalement, ça a été prouvé à maintes reprises. Là. C'est pas parce qu'en haut, ils ont moins d'impôts que ça va te retomber, qu'ils vont te dépenser. Bref, toutes des stratégies. Mais ça, il y a quelque chose là-dedans, c'est intéressant, il y a quelque chose de typiquement américain. Et ça fait, même en début de carrière comme prof, j'essayais de faire comprendre ça à mes étudiants, c'est que pour un Américain, je pense il y a des gens ici, on pense comme ça aussi, là, chacun doit faire son effort, on doit travailler, on doit se démener, hein, c'est en bûchant, mon père m'a répété ça, je ne sais pas combien de fois. Méritocratie. Oui, c'est ça. Faudrait expliquer ce que c'est puis que ça n'existe pas vraiment dans nos sociétés, mais grosso modo, c'est à la force du bras qu'on s'en sort. Mais aux États-Unis, c'est multiplié comme par 100, c'est-à-dire qu'on est vraiment responsable et on ne veut pas de l'État là-dedans. Et ça, c'est une constante depuis la création des États-Unis. On l'oublie, la création du gouvernement fédéral, puis la naissance des États-Unis. Pour des gens, la première capitale, ça a été Philadelphie, mais après ça, c'était Washington. Avoir ce niveau-là ou ce palier de gouvernement, c'était toujours de trop. Il y a un très, très fort sentiment, je suis mieux servi par moi-même. Et c'est étonnant de voir à quel point les gens y croient encore. Et Donald Trump, ça me rappelle beaucoup le 19e siècle. C'est une période où on avait, comme la période actuelle, une grande concentration de richesses. Le petit noyau de gens très, très, très riches qui contrôlaient à peu près tout pour une majorité de la population qui vivait dans la pauvreté ou qui n'avait même pas accès à ce qu'on appelle la classe moyenne. Et les gens continuaient à admirer les Rockefeller, les Carnegie et compagnie, les grands manias de l'industrie.
c'est comme des modèles, ouais, mais peut-être qu'on peut devenir comme ça. Ce qu'on appelle parfois le rêve américain. Ça se décline de toutes sortes de manières, là. Mais donc, les gens ont encore cette impression-là à plusieurs endroits. C'est comme viscéral, et pour moi, ça, c'est très, très américain. La dernière anecdote là-dessus, la première manifestation comme voyageur aux États-Unis, c'est sous la présidence de Bill Clinton. Je suis à la Maison-Blanche et il y a des pères de famille, ils sont des milliers de pères de famille devant la Maison-Blanche. Et je me demande ce qu'ils vont faire là. Je me dis, OK, c'est comme chez nous, ils sont en train de chialer après Bill Clinton. Et non, ils étaient là pour s'excuser auprès de Bill Clinton. Dans le premier mandat de Clinton, l'économie américaine n'allait pas bien. Et c'est des pères de famille qui étaient regroupés là et qui disaient, on peut en faire plus, on peut donner plus. Et là, j'essayais d'imaginer devant la colline parlementaire, ici devant l'Assemblée nationale à Québec, combien de manifestations de gens allant s'excuser à Robert Bourassa, René Lévesque ou François Legault ou peu importe le premier. Et je me disais, dans ma tête, c'est une différence culturelle qui est majeure. Par contre, Trump a quand même joué sur le fait qu'il était anti-élite, alors qu'il faisait partie de ces riches-là. Ça, c'est un des paradoxes ou une des choses les plus surréalistes que j'ai vues, c'est comment vous ne pouvez pas associer Donald Trump à l'élite. Et c'est pas que l'argent est mal, c'est pas qu'être milliardaire, c'est mal, mais on a un nombre... On n'a jamais eu un cabinet, les secrétaires ou les ministres de Trump, on n'a jamais eu un cabinet aussi riche dans toute l'histoire des États-Unis. Même en comparant l'évolution du dollar ou du coût de la vie, on a un nombre record de milliardaires. Ils sont peut-être tous très bien intentionnés, mais ce n'est pas ce qu'on voit dans les résultats jusqu'à maintenant. On n'a pas l'impression que ces gens-là sont venus servir pour en redonner plus à la majorité des Américains. Mais un des arguments que j'entends puis que je lis, puis je ne sais pas à quel point c'est vrai, c'est que Donald Trump ne se prend pas de salaire. Qui fait ça, c'est ça, là. Non, mais on le voit, puis il se prend pas de salaire directement. C'est peut-être vrai, mais tu ris pas mal. Explique-moi pourquoi. Je ris beaucoup parce qu'il n'y a aucun président dont les entreprises se sont enrichies autant en si peu de temps. La dernière fois que j'ai arrêté de calculer, là, il était rendu à 3,5 ou 4 milliards de plus pour ces entreprises qu'avant la présidence. Si le salaire du président américain, c'est 400-500 000 par année, si tu me mets 400-500 000 avec 3,5 milliards, je suis prêt à laisser tomber le salaire. Mais je riais aussi parce que cet argument-là, je ne le comprends pas si on s'intéresse de près à la politique américaine. On parlait d'aller au Pakistan il n'y a pas longtemps, négocier entre l'Iran et les États-Unis. Un des négociateurs qui est là, c'est le gendre du président, Jared Kushner. Jared Kushner était là pour négocier entre, finalement, Israël, les États-Unis et l'Iran. Mais en même temps, il est dans la région parce qu'il veut obtenir 5 milliards de plus de l'Arabie saoudite. Donc, quand il va se présenter autour de la table, comment il négocie? L'Arabie saoudite, c'est, dans la région, le pays qui rivalise pour l'hégémonie avec l'Iran. Et c'est un pays qui s'enrichit par le blocage du détroit d'Ormuz présentement. Plus le prix du pétrole est élevé, plus l'Arabie saoudite, donc, en tire des profits. Juste ça devrait nous inquiéter. Ce n'est pas une situation qui est normale. Vous avez le gendre du président, qui n'a pas de compétences particulières autres que d'être le gendre du président, qui négocie pour les États-Unis, en même temps qui veut obtenir 5 milliards supplémentaires pour une de ses entreprises. Donc, il va parler pour qui, en bout de ligne? Peut-être qu'il est pur, peut-être qu'il est noble et qu'il va défendre les intérêts des Américains. Je me garderais quand même un petit doute ou une petite gêne sur ce qu'il va accorder comme place à l'Arabie saoudite ou à la volonté ou à la position de l'Arabie saoudite. Ben, je vais faire du pouce avec, étant donné qu'on parle de Jared Kushner, une des raisons pourquoi autant d'anciens MAGA quittent le bateau, c'est en raison de l'influence d'Israël. On semble avoir une fixation sur l'influence d'Israël. En fait, elle est réelle, cette influence-là, Luc. Ah, tout à fait. Peux-tu nous en dire? L'Iran. Est-ce que c'est vraiment pour défendre le peuple iranien que les États-Unis sont intervenus? C'est intéressant parce qu'au moment où on se parle, là, le secrétaire à la Défense ou le secrétaire à la guerre, parce que c'est comme ça qu'on doit l'appeler maintenant, Pete Hegseth est devant le Congrès. Et on va le questionner sur les motifs du conflit iranien. Pourquoi les Américains ont décidé de frapper? Les seules informations qu'on ait, les seules informations qui ont été fournies à des journalistes qui nous assurent que c'est vérifiable, c'est qu'on a plongé dans ce conflit-là parce qu'Israël souhaitait le faire. Donc, l'alliance entre Israël et les États-Unis, elle est vraiment très, très, très longue. Et c'est un des alliés, sinon l'allié le plus fiable, le plus solide dans la région. Et même s'il y a eu une proximité entre des politiciens et Netanyahou ou Israël, jamais un président américain n'a osé rentrer dans un conflit comme ça à la demande d'Israël. Mais ce n'est pas la première fois qu'Israël souhaite ça.
il n'y a eu que Donald Trump pour faire ça. Et là, ça sème le doute dans la tête de ses partisans parce que Donald Trump ne peut pas dire en élection « je ne ferai pas la guerre, puis on va s'occuper chacun de nos affaires sur la scène internationale ». Ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens. C'est ce qu'il avait dit à l'ONU. Donc, on ramène les boys à la maison. Chacun va s'occuper de ses affaires. Puis, dans sa nouvelle politique de sécurité nationale, il y a « on protège l'Amérique ». Entre guillemets, c'est-à-dire l'Amérique, c'est chez nous, on s'assure que c'est stable, puis on ne se mêle pas des affaires à l'étranger. Donc, il ne peut pas dire ça, dire « je vais éviter la guerre » ou vouloir le prix Nobel de la paix, puis frapper, comme il le fait l'Iran, au moins à 2 reprises, et se lancer dans un conflit dont on ne connaît pas les causes réelles. Parce que moi, c'est la première chose que je vais faire après avoir discuté avec vous autres, c'est... Exit, il a répondu quoi? Parce qu'on a eu droit à toutes sortes de variantes, mais il n'y a personne qui nous a dit exactement pourquoi on avait commencé le conflit-là. Les services de renseignement ont dit non, il ne représentait pas de menace imminente. Donald Trump dit oui. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais l'autre chose qui est troublante, si je suis un Américain, puis là, on revient à la base du président ou au MAGA, c'est ce président-là ne devait pas faire la guerre. Maintenant, il y est, et ce serait parce qu'Israël lui a demandé d'intervenir. C'est quoi la sortie maintenant? Comment on se sort de là? Et Donald Trump avait beau se mettre en vedette sur ses réseaux sociaux ce matin avec un fusil à la main, les lunettes de soleil, en disant « c'est fini d'être le bon gars ». Donc, ça fait quand même 9 semaines de conflit pour lequel le président disait dès le premier jour, on l'a gagné. Clair. Mais peux-tu nous expliquer c'est quoi les liens? Parce que visiblement, il y en a entre Israël et les États-Unis, mais il y a encore des lobbies. Là. Il y a un lobby très, très, très fort aux États-Unis. Mais pourquoi les deux pays se tiennent autant que ça? Pourquoi on protège les intérêts de l'autre qui, à premier abord, n'ont pas l'air d'être des pays semblables avec des intérêts inégal, le rapport de force. C'est-à-dire qu'au plan culturel, on l'oublie souvent, mais il y a quand même plus d'affinités entre Israël et les États-Unis que n'importe quel autre pays de la région. Donc, si on ne regarde que ça, si on regarde, c'est un pays qui est démocratique, c'est un pays qui a des valeurs qu'on peut qualifier d'occidentales, donc il y a une proximité ou une parenté au plan idéologique ou à tout le monde au plan des valeurs, puis les deux sont comme incontournables dans la région. Il y a des liens d'affaires qui s'ajoutent avec ça, il y a des liens militaires, il y a des services de renseignement, mais dans la région, Israël et les États-Unis ont besoin un de l'autre, et jusqu'à maintenant, mon Dieu, c'est un peu grossier comme résumé, mais c'est quand même une recette ou une alliance qui les a bien servis tous les deux. Il y a eu plus de gains que d'écueils. Même si très souvent des présidents américains ont été embêtés par Israël ou par Netanyahou en particulier, parce qu'il est très habile, Netanyahou, puis il a causé des maux de tête à Barack Obama. Je suis certain qu'Obama, à micro fermé, a dû sacrer une couple de fois après avoir discuté avec Netanyahou, qui est allé le provoquer aux États-Unis devant le Congrès. Mais grosso modo, cette relation-là les sert quand même plus que ça nuit. Donc, à la base, il y a cet élément-là de culture, il y a le positionnement stratégique dans la région, puis tout le reste, je pense, est venu se greffer autour de ça après la Deuxième Guerre mondiale. Là, si Trump décide d'appuyer Israël, puis il l'avait un peu fait aussi quelque temps, c'est l'été passé avec l'opération Midnight Hammer, là, avec... Bon, il n'y avait pas eu de bottes sur le sol, mais quand même, on avait anéanti la capacité nucléaire iranienne. Mais selon Trump, s'il a décidé d'aller de l'avant, là, pour toi, c'est clair qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Qu'Israël a un levier sur Trump ou sur une administration qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que là où on est rendu dans le conflit, c'est que Trump, j'ai l'impression, va choisir n'importe quel bon prétexte, le moindrement vendeur, pour sortir de là. Je pense que les États-Unis sont là maintenant et ils pensaient être sortis avant. Et l'Iran, qui a été durement affecté, n'a pas perdu son potentiel de réponse complètement. Donc, d'ailleurs, le Pentagone reconnaissait qu'il y avait encore une force de frappe du côté iranien qui est plus importante que ce qu'on rapportait dans les médias. Donc, comment je débloque le détroit d'Ormuz maintenant? Comment je négocie la question du nucléaire, de l'enrichissement? Parce qu'il y a l'uranium enrichi dont on dispose déjà en Iran. Ça, c'est ce qu'on aimerait obtenir du côté américain. Mais après ça, il faut qu'on revienne minimalement à ce qu'Obama avait obtenu, c'est-à-dire des limites à l'enrichissement à venir de l'uranium. Donc, comment je sors de là? Si je frappe, est-ce que je peux obtenir plus que ce que j'ai déjà obtenu ou c'est une autre démonstration de force, mais qui ne me met pas vers la résolution du conflit? Sinon, ça passe par des boots on the ground. Il faudra envoyer des hommes sur le terrain. Est-ce que Donald Trump, et là, ça fait très cru ou très dur comme calcul, mais est-ce qu'au plus mal dans les sondages,
avec les élections de mi-mandat qui approchent, et une population qui en a assez de ce conflit-là, puis qui l'associe au prix à la pompe quand on va faire le plein de sa voiture, est-ce que Donald Trump est prêt à dire maintenant, je vais mettre des soldats sur le terrain, on va risquer des vies américaines sans pouvoir vous offrir de garantie qu'on est capable de débloquer le détroit d'Ormuz ou de mettre la main sur l'uranium? Parce qu'on en jase comme ça a l'air presque facile à faire, mais faire débarquer des hommes sur le terrain, aller chercher, imaginons que ce soit ça, l'accès à l'uranium, puis qu'ensuite on veuille prendre le contrôle du détroit, il y a des pays qui, mis ensemble, ont essayé de faire ça durant les années 80, en groupe, de débloquer le détroit, et ils n'y sont pas parvenus. Est-ce que les Américains peuvent le faire là? Et si oui, à quel prix? Puis à quel prix? Aujourd'hui, on justifiait un budget pour l'armée, là, on essayait de faire ça, 1500 milliards supplémentaires pour l'armée américaine. Donc, il va falloir expliquer ces coûts-là aux Américains. Puis ensuite, les coûts en vie humaine. On demande à des Américains d'aller débloquer un détroit qui était ouvert avant le début. On n'a pas le choix de passer par le Congrès aussi pour ça, c'est... Puis là, en ce moment, on est devant l'impasse. Les présidents américains, tantôt, je parlais de dérive autoritaire, puis ça, c'est comme... Il y a d'autres présidents qui l'ont fait. Mais à un moment donné, il y a une limite. Il y a une loi qui dit qu'après 60 jours d'un conflit, donc on tolère que le président, dans certaines situations, lance une guerre, mais il doit revenir demander l'avis du Congrès. Et ça se fait le premier. Donc, on est à quelques heures là, de... Il va faire quoi, le Congrès? Donc, il est à majorité dominé par les républicains. Donc, c'est une autre des questions qu'on devait poser aujourd'hui à Pete Hegseth. C'est, vous pensez quoi de nous dans cette guerre-là maintenant? Parce que vous êtes censé venir nous demander l'autorisation. Ouais. Est-ce que vous allez de l'avant puis vous ne respectez pas le Congrès ou vous sautez par-dessus cette étape-là? Ça va être drôlement intéressant aussi parce qu'il y a des faiblesses à l'intérieur des républicains au moment où on se parle. Ils sont loin d'être tous unis pour continuer le conflit en Iran, puis ils sont loin sur cette question-là d'être tous unis derrière Donald Trump. Donc, c'est un gros test de loyauté. Si le président ne va devant le Congrès, il y a des gens dont le siège est en jeu au mois de novembre, dans les élections de mi-mandat, qui, eux, vont devoir expliquer à leurs électeurs pourquoi ils ont dit oui au président pour continuer cette guerre-là. Est-ce que cette guerre-là pourrait être la fin de l'administration Trump? Selon, bien évidemment, c'est dur à dire, t'as pas de boule de cristal, mais dans le sens que non. On spécule carrément, mais je vois pas comment ça peut bien se terminer, tout ça. Si tu mets des soldats au sol, il y a les chances que ça se passe mal sont énormes. Tu les ramènes à la maison, tout le monde dit, bon, ben, pourquoi on est allé là? On a en plus que sa base ne semble pas vraiment être... Puis l'Afghanistan, ça fait pas si longtemps que ça. L'Irak, où on est entré, mais sous un faux prétexte, ça fait pas si longtemps que ça. Puis tout le monde le sait, les Américains en général sont hantés par ce qu'ils ont fait au Vietnam, c'est-à-dire par l'espèce de bourbier dont on s'est sorti de peine et de misère au Vietnam. Ça regarde pas bien. Et ce que j'observe, puis c'est même pas être pro ou anti-Trump. Quand je regarde le jeu politique, ce que j'ai hâte de voir, c'est le moment où les républicains vont réserver à Donald Trump ce qu'on appelle le sort du lame duck ou du canard boiteux. Un président, quand il est dans son dernier mandat, puis que les élections de mi-mandat sont passées, il devient pas insignifiant, mais c'est comme on passe au suivant. On peut larguer le président, on peut le tirer en dessous de l'autobus, ça c'est l'expression consacrée, puis on peut passer au suivant, parce que les élections de 2028, c'est pas Trump qui va être candidat. Donc, ça s'en vient pour Donald Trump comme pour les autres. Il a beau avoir une poigne de fer sur les finances du parti, sur le Parti républicain lui-même, c'est que la période où on dépendait énormément de Donald Trump, c'est quand même long, ça fait 10 ans qu'il contrôle le parti presque complètement. Cette période-là, elle tire à sa fin. Donc, est-ce que les républicains vont être tentés, lentement mais sûrement, de se dissocier de lui? Ou est-ce que Trump ne va pas choisir de jouer leur jeu éventuellement puis d'être plus solidaire des membres les plus faibles? Jusqu'à maintenant, ce n'est pas ce qu'il nous a offert. Mais la situation change quand même. Avec les élections de mi-mandat, surtout, imaginons, c'est presque sûr au moment où on se parle que la Chambre des représentants va passer à majorité démocrate. Il ne faut jamais sous-estimer la capacité des démocrates de se tirer dans le pied. Ils sont très forts pour ça. Mais au moment où on se parle, ils gagneraient la Chambre des représentants. Et il y a peut-être même des chances que les démocrates gagnent le Sénat, ce que moi, j'aurais jamais prévu il y a 2 mois. Imaginons que Trump et les républicains sont battus et qu'ils perdent le contrôle des 2 chambres. Si vous êtes un républicain, le temps de vous décoller de Trump est probablement arrivé quand vous êtes rendu là. Ça, c'est clair.
Ouais, l'ajout de politique va être fort intéressante. Elle est passionnante. C'est pas toujours chic, c'est pas toujours beau, mais elle est passionnante. Mais donc, J.D. Vance, ça sera pas nécessairement, selon toi, le prochain le dauphin ou Marco Rubio. Voilà, ça, c'est les deux noms qui circulent présentement. Ils sont trop proches, sont trop étiquetés, sont trop... En tout cas, ils se sont collés à Trump dans à peu près tout, et dans les deux cas, c'était des renversements de situation complets. Marco Rubio était un adversaire de Donald Trump. Il l'a traité de tous les noms. J.D. Vance, on lui ramène constamment ça, mais il a déjà dit que Donald Trump, c'était Hitler. Oui. Donc, ces deux gars-là ont fait des changements complets pour se coller à Donald Trump. Ça veut dire qu'ils sont capables de refaire un autre changement complet. L'idée au plan politique, après ça, c'est jusqu'où vous êtes crédible quand vous faites ça. Et leur cote de popularité, au moment où on se parle, si on regardait dans l'électorat, Marco Rubio est devant J.D. Vance. Donc, les deux gars ont l'air d'être prêts, ils ont l'air de bien collaborer devant les caméras, mais il y a un conflit ouvert entre les deux pour savoir qui serait le successeur. Puis au moment où on se parle, il faudrait voir les donateurs, mais si on regarde dans la population, Marco Rubio a un avantage sur J.D. Vance au moment où on se parle. On a parlé de l'Iran beaucoup, mais il y a d'autres dossiers qui ont fait pas mal parler depuis le début de l'année, puis même un peu plus. Les Epstein Files, les documents. Mais il y a aussi le Venezuela, qu'on a comme oublié. On se posait la question, qui dirige le Venezuela? Là? On ne le sait pas encore, peut-être que toi tu le sais, mais qu'est-ce qui se passe au Venezuela? Au Venezuela, ce à quoi ça ressemble au moment où on se parle, c'est qu'on a changé Maduro et c'est tout. Donc, mais j'aime bien la façon dont tu l'as amené parce que ça va tellement vite dans l'actualité que les gens sont même plus en mesure de faire le suivi des dossiers tellement il y en a. Et c'est important ce qu'on a fait au Venezuela. Mais pour l'administration Trump, je pense qu'on s'est contenté d'éliminer Maduro puis de passer le message que si vous êtes en Amérique, c'est nous. Vous passez par les États-Unis. Mais c'est, à peu de choses près, la même clique qui était là sous Maduro. Donc, on a enlevé Maduro, supposément d'ailleurs, d'après des sources assez fiables, avec l'aide de gens à l'intérieur du régime, on est parvenu à aller chercher Maduro. Là où il y a peut-être, je n'irai pas jusqu'à dire un constat d'échec, mais il y a du sable dans l'engrenage, c'est que Donald Trump disait on va aller chercher le pétrole au Venezuela. Et ça, c'est important parce que contrairement à ce que Trump dit, le Venezuela produit un pétrole plus lourd dont les États-Unis ont besoin. C'est bon pour le Canada parce que nous, le pétrole qu'on leur envoie, c'est un pétrole qu'eux autres ne produisent pas, qui est un pétrole plus léger. Et donc, au Venezuela, ce que Trump avait dit, c'est on va ouvrir ça aux pétrolières américaines. Venez m'aider finalement à relancer ça. J'ai pas encore vu beaucoup de pétrolières se lancer au Venezuela pour dire « on y va ». Ça a été plutôt froid. Il y a eu une rencontre à la Maison-Blanche avec les dirigeants des grandes pétrolières. Ça s'est terminé en « merci de nous avoir invités. Bonne fin de journée ». Donc, il n'y a pas eu de débouché. Mais au plan de la stratégie militaire ou de la stratégie de sécurité en Amérique, c'est un gain. Je serais très étonné de voir un prochain président revenir de l'arrière par rapport au Venezuela. Donc, stratégiquement, il y a un gain qui est là. Puis c'est peut-être un gain qu'on va prolonger à Cuba aussi. Donc, les Cubains, malheureusement, quand on regarde les nouvelles, ils traversent probablement leur pire crise humanitaire. Et c'est en bonne partie à cause des sanctions puis des freins que placent les Américains sur le régime cubain. Donc, on verra. Mais encore là, l'intérêt, il est d'abord stratégique, c'est d'abord militaire, c'est d'abord la sécurité. Puis ensuite, il y a plein de choses qu'on pourrait exploiter à Cuba aussi, mais ça, ce serait dans une deuxième étape. Mais c'est comme l'application stricte de la politique de sécurité nationale des États-Unis. Mais il n'y a pas de gain pour le moment. Les États-Unis ne contrôlent pas le pétrole au Venezuela. Pour le moment, il n'y a rien qui a changé à part la personne à la tête. On n'a pas de régime qui ose les défier ou qui remettent en question, le mot est fort un peu, mais leur suprématie ou leur domination sur la région. Et ça, c'est déjà un gain important. Ouais. Ça rappelle un peu la guerre froide. Là, quand l'Amérique centrale puis l'Amérique du Sud, ça a longtemps été considéré comme la cour arrière des États-Unis. Puis pendant la guerre froide, ce qu'on faisait, c'était de surveiller chacun des joueurs. Est-ce qu'ils étaient tentés par l'aventure communiste? Et c'est là où les Américains intervenaient. C'est un peu ça, version Donald Trump. C'est peut-être la rapidité de l'opération aussi qui l'a convaincu, Trump, que peut-être qu'il était capable de faire une opération similaire en Iran à la demande d'Israël. C'est peut-être un peu ça, parce que ça a été dans les semaines qui ont suivi. Là, puis il en parlait aussi, ça a été un succès là-bas avec nos armes que vous n'avez jamais vues. Ça sera pas long du côté de l'Iran. Ce que j'aimerais beaucoup être capable de faire, puis on l'a, mais c'est à la pièce par des sources anonymes.
Moi, j'aimerais assister au briefing ou aux rencontres d'information du président le matin pour tout ce qui est politique internationale, diplomatie, militaire, qui lui a fourni quelle information et comment. Parce que je peine encore, à part le lien avec Israël, à comprendre comment on a pu s'embarquer dans ce conflit-là. Historiquement, n'importe qui a un minimum de mémoire pour l'Iran et pour la région, pour ce qui s'y est passé, le risque était très fort. Pour Hormuz, ses propres généraux lui avaient dit, si vous attaquez l'Iran, ils vont fermer Hormuz. Il a attaqué, puis 9 semaines plus tard, ça passe pas à Hormuz. Et on a répondu à un blocus par un autre blocus, mais... Peut-être le dernier sujet, Epstein Files, évidemment, c'est un sujet extrêmement chaud. Pour plusieurs gens... parce que c'est un dossier qui est abordé depuis des années. En fait, le FBI a relâché en décembre dernier, si je me trompe, en janvier, je ne me rappelle plus exactement. C'est revenu dans l'actualité. Dossier c'est quoi la suite? Parce que les gens sont fâchés. On a eu beaucoup de commentaires de gens qui trouvent qu'il y a une imputabilité épouvantable dans cette affaire-là. Le FBI l'a déjà dit, il ne peut pas avoir d'autres accusations. Toi, selon toi, qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois, prochaines années par rapport à ça? Moi, et là, c'est vraiment personnel. J'ai suivi ça, je suis allé lire ce qu'on a mis en ligne, pas l'ensemble des dossiers, mais je suis allé voir à quel point c'était caviardé, entre autres, même si le nom de Donald Trump revient souvent, on ne sait pas toujours, voire jamais pourquoi il était mentionné. Moi, j'ai bien peur que pour les victimes d'abord, mais pour l'ensemble des Américains, ce soit un autre dossier pour lequel les gens qui étaient dans l'orbite d'Epstein, qui étaient des gens souvent influents, puis dans tous les domaines, parce qu'il n'y avait pas que des politiciens, là. Il y avait des avocats, il y avait des juges, il y avait un nombre de vedettes. Il y a beaucoup de monde qu'on pourrait salir ou associer au dossier Epstein. Et il y a toujours toutes sortes de problématiques là-dedans. La première crainte que j'ai, outre pour les victimes qui n'obtiennent pas finalement justice là-dedans, ou qui n'obtiennent même pas au moins la satisfaction que le nom des gens qui fréquentaient Epstein, sachant qu'il avait été accusé de trafic sexuel, donc que ces femmes-là n'obtiennent jamais au moins cette compensation-là, je trouve ça terrible. Pour les autres, après ça, c'est un sacré jeu que d'être mentionné dans les dossiers Epstein, parce que Epstein côtoyait tout ce qu'il y avait d'influent. Donc, je vais dans une soirée bien arrosée, j'ai de l'argent, Epstein est plus ou moins dans le milieu financier, j'ai pu rencontrer Epstein. Il va y avoir beaucoup, si on libère ça, de coupables par association. C'est-à-dire, oui, j'ai croisé Epstein, ça ne rend pas coupable de rien. Et là-dessus, le procureur des États-Unis, Todd Blanche, a raison en disant faire la fête avec Epstein, c'est pas illégal. Ça paraît mal, mais c'est pas illégal. Mais le côté le plus choquant, c'est qu'il n'y a personne, finalement, qui va avoir à rendre de compte de ça, ou à peu près. Et... C'est un dossier tellement mystérieux. Là. Ça part de qui est vraiment Jeffrey Epstein, comment il a bâti sa fortune, encore, on ne le sait pas. Le moment où il s'est enlevé la vie dans la caméra de vidéo, il manquait une partie. Ah non, ça... Si Maxwell qui a été transféré d'une prison de sécurité maximale à minimale après une discussion qu'on connaîtra jamais. Et vous avez peut-être vu passer la semaine dernière, l'avocat de Ghislaine Maxwell lui dit qu'il est convaincu qu'il va obtenir un pardon présidentiel. Donc, c'est surtout ça, c'est que c'est tellement étrange, louche. Et je veux dire, elle a été reconnue coupable. Là. Elle a été jugée en plus, puis on vient de lui offrir un deal intéressant. Là. C'est pratiquement une résidence privée où on va combler ses besoins et ses attentes. Donc, ça laisse juste planer d'autres doutes sur les éléments qu'elle a. Voilà, si vous voulez nourrir l'espèce de grogne sur laquelle Donald Trump a surfé, le fait qu'il y a une élite qui s'en tire ou une élite qui dirige puis qui n'est pas imputable, si vous voulez nourrir cette colère-là, vous continuez dans la direction où on va présentement. Et là, on dépasse les lignes partisanes. Moi, j'étais pour que Bill Clinton rende des comptes. Bill Clinton, je peux faire un bilan de ce qu'il a fait comme président, mais au plan personnel, c'est un des présidents qui a le plus sali l'image de la présidence américaine. Si on parle, parce que les Américains, pendant un temps, étaient très friands de ça. Il faut que le président soit parfait, c'est une belle famille, c'est une belle image. On s'attend au plan des normes, de l'éthique, de la morale, à ce qu'il soit meilleur que nous, finalement. Bill Clinton a contribué à détruire cette image-là puis à alimenter la crise de confiance donc des Américains. Là-dessus, c'était même plus une question partisane, mais c'est si vous voulez entretenir la colère, puis entretenir le doute et la crise de confiance sur les autorités, donnez-en pas plus sur le dossier Epstein.
Et c'est là où je suis terriblement déçu de voir comment ça a été tourné. Puis en même temps, c'est très facile là de blâmer l'administration Trump. Mais l'administration Biden a eu certains de ces documents-là avant. Ça remonte à loin, Epstein. Ça remonte à loin. On a fait des ententes. On est début 20e siècle. On est tournant des années 2000 quand son nom arrive sur la carte pour de très mauvaises raisons. Et il y a beaucoup d'informations qu'on aurait pu aussi avoir. Là, c'est compliqué parce qu'il y a ce qu'on avait le droit de dire dans certains procès ou dans certaines négociations et pas. Là, il y a un volet légal. Mais que ça résiste aussi longtemps et qu'on n'aille pas au fond de l'histoire là, c'est particulièrement choquant. Et là, Donald Trump est probablement le plus grand perdant de ce dossier-là parce que c'est lui qui a l'occasion, avec le département de la justice, de jeter plus de lumière là-dessus. Il l'avait demandé dans sa campagne, il avait dit « Je vais vous montrer les documents. Voilà. » C'est lui qui fait... Puis sa procureure générale qui a tassé depuis ce temps-là avait dit « Oui, ils sont sur mon bureau, les dossiers Epstein. » C'était de la caricature. C'est pas un dossier, c'est des millions de documents. Mais c'était une très mauvaise gestion des communications. C'est comme... Il en paie le prix aujourd'hui. Là. Oui, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est difficile pour Donald Trump de se relever au moment où on se parle avec tout ce qui traîne. Et ça va au-delà du personnage. Là, on s'est habitué à sa façon de communiquer qui est tout sauf habituelle. Mais ce genre de questions-là, c'est que même ses partisans ne le pardonnent pas. Ou certains de ses partisans, tout le monde. Je vais terminer avec cette question parce que je m'attends à recevoir quelques commentaires, mais avez-vous un biais défavorable envers Donald Trump? C'est intéressant parce que chaque fois que je parle pour Donald Trump, là, je reçois des coups de l'autre côté. Je dis des coups, des messages. Puis bien entendu, les partisans au Québec de Donald Trump, ils m'ont pris en grippe. Ouais. Donc quand ça va jusqu'à des menaces de mort, là, c'est plus qu'être en désaccord, mais je l'explique simplement. Donald Trump, c'est pour moi le plus beau défi. C'était comme prof, mon plus beau défi, et comme commentateur, le plus beau défi, parce que personne n'a jamais brassé la cage autant. Et mon travail comme prof et dans les médias, c'est d'expliquer pourquoi il brasse la cage, puis pourquoi parfait, ça ne marche pas. Très souvent, ça ne marche pas. Et chaque fois qu'il a une bonne idée comme le Doge, mais que j'explique pourquoi il ne pouvait pas faire ça comme ça, les gens pensent qu'on frappe sur Donald Trump. Mais ce n'est pas lui personnellement, que ce qu'il fait, le système ne le permet pas ou c'est illégal. Et comme personne n'a jamais autant brassé la cage, c'est très difficile de le présenter sous un jour favorable et lui contribue à ce qu'on ne le présente pas sous un jour favorable. Vous vous rappelez peut-être de la vidéo où il se promène en avion de chasse puis qu'il largue... des excréments. Voilà. Donc, quand il met ça en ligne, ça va faire la couverture partout. Ça va faire les gros titres partout. Qu'est-ce que je peux dire là-dedans pour rendre ça... Tu sais, comme ce matin... On parlait qu'il n'y a pas de décorum, c'est ça. Il n'y a plus de normes, puis... Voilà. Mais c'est... Donc, Donald Trump a eu des bonnes idées. Quand il en a, on le dit. C'est souvent Donald Trump son pire ennemi dans ses projets, soit par impulsivité, soit parce qu'il n'y a pas de respect pour les normes, mais parfois pour les lois. Ça rend ça terriblement difficile à couvrir. Mais il met tellement de pression... que les gens ont l'impression qu'on est ligué contre lui. Mais mon travail n'a pas changé d'Obama à Trump. Je regarde les deux individus, on le disait tout à l'heure, du positif puis un volet plus sombre. Mon travail, c'est d'expliquer qu'est-ce que le système permet ou pas, comment ils peuvent réussir ou pas. Donc, est-ce que j'aimerais que mon fils devienne Donald Trump? Non, à choisir entre les deux, je pense que j'aimerais mieux qu'il devienne Barack Obama, mais ça n'a rien à voir. C'est pas mon travail, c'est pas qui je voulais élever ou qui j'aime comme personne. C'est dans le système, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Luc et Liberté? Ça a été vraiment un plaisir. Ah, le plaisir est partagé, messieurs, vraiment partagé. Il y a tellement de points. L'état de santé de Trump qu'on aurait pu parler aussi, qui soulève On en a pour des heures et des heures et des heures. Donc, merci. J'imagine qu'on aura plein d'universitaires pour nous livrer des thèses sur le passage de Donald Trump. Possiblement des théories. Certainement. Merci, Luc. Merci. Un grand plaisir.